Wesh YouTube, comment vas-tu? Moi je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais te recommander des livres, oui. Si tu me suis sur Instagram, tu l'as vu il y a 2 semaines je crois, j'ai fait une story en t'expliquant que j'aimerais te recommander des livres basés sur tes envies du moment. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis un moment, que j'avais vue sur des chaînes comme celle des Chroniques du Hérisson ou encore de Paper Palace. Et du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai eu pas mal de réponses, donc je n'ai pas pu tout prendre. Déjà parce que je ne pouvais pas répondre à toutes les envies et je me suis dit que tout mettre dans une vidéo ce serait interminable. Donc j'ai fait une sélection et ce qui est cool c'est que du coup il m'en reste plein pour refaire potentiellement une deuxième partie si ça te plaît. Je me suis permise aussi à des moments de mettre des livres que je n'ai pas encore lus mais qui me font très envie et qui je pense pourraient rentrer ou du moins pourraient correspondre à l'envie, donc voilà. Bref, comme d'hab, une intro beaucoup trop longue, on va commencer tout de suite. On m'a dit, j'ai envie d'un roman vampirique qui n'entre pas dans les gros clichés. Je ne suis pas la plus grande lectrice de romans vampiriques, même si j'ai bien envie de me lire les gros classiques du genre, je pense à Carmilla, etc. Mais c'est vrai que justement à cause des gros clichés, c'est quelque chose qui a tendance à vite me gonfler. Par contre, j'ai lu un roman dont duquel je trouve on ne parle pas assez alors qu'il est vraiment très cool. Ce texte, c'est Rêve de Fèvre de George R.R. Martin. On est au milieu des années 1800 sur le Mississippi et on rencontre rapidement le capitaine d'un vapeur qui est pas au top de sa life parce que sa petite entreprise se porte très mal et un jour, il tombe sur Joshua York, une espèce de dandy un peu énigmatique qui lui fait une proposition qu'il ne pourra pas refuser. Joshua lui propose globalement de lui donner des fonds quasi illimités pour construire le plus gros, le plus beau, le plus performant vapeur et d'en devenir le capitaine et de constituer son équipage, etc. à seulement quelques petites conditions. Joshua se garde le droit de parfois imposer certains itinéraires, de faire monter à bord quelques passagers et surtout, il ne faut pas le déranger la journée puisqu'il travaille. Tu te doutes, on se doute tous d'où ça va, mais j'avais beaucoup aimé ce roman. L'ambiance est hyper intéressante, les personnages sont vraiment très bien construits. C'est, je trouve, pour ma part, une histoire de vampire qui change et vraiment, moi, j'en garde encore plein de souvenirs et j'avais passé un excellent moment. Ensuite, on m'a demandé une lecture réconfortante et bouleversante à la fois. Alors, clairement, je me suis creusé la tête et j'en ai mis 2. J'ai mis d'abord L'écume des jours de Boris Vian, que j'ai lu en étant adolescente, que je n'ai jamais relu de peur d'entacher le souvenir que j'en ai parce que c'est vraiment, et ça a été pendant très longtemps, un de mes livres préférés de tous les temps. Ces 2 histoires d'amour qui s'entremêlent quand soudain l'un des 2 couples est frappé par la maladie, puisque Chloé a un nénuphar qui pousse dans ses poumons. Ce roman, je te le dis, il m'a complètement retournée adolescente parce qu'il est dur, triste et en même temps tellement magique, tellement onirique. Les descriptions, la façon d'amener les choses, les idées complètement farfelues que Boris Vian arrive à matérialiser ici. C'est une référence, donc peut-être que tu l'as déjà lu, mais si ce n'est pas fait, vraiment fonce parce que ça vaut le détour. Je te dis, moi j'en ai encore des souvenirs et des saveurs plein la tête. C'est beau et tragique, vraiment, pour moi il rentre parfaitement quoi. Et j'ai également mis Mémoire de la forêt, le premier tome. Je n'ai lu que le premier parce qu'il m'a ravageax et que du coup je n'ai tout simplement pas continué. C'est donc un roman jeunesse qui est en plus magnifiquement illustré. Et on rencontre Archibald Renard qui est un libraire un petit peu spécial. Puisque dans sa librairie, n'importe qui peut venir déposer un livre qu'il a écrit sur n'importe quel thème dans l'attente que quelqu'un vienne un jour l'acheter. Et c'est alors que Ferdinand Taupe franchit la porte de ce commerce. C'est une petite taupe âgée qui perd la mémoire, qui se souvient avoir écrit un livre qui raconte, il me semble, sa grande histoire d'amour, ou du moins de beaucoup de moments de sa vie, et il vient le récupérer en quête justement de ses souvenirs. Manque de chance, quelqu'un est passé le matin même et est parti avec ce livre précisément. Archibald Renard va décider d'accompagner notre petite taupe dans tout un périple sur les traces de ses souvenirs, sur les traces de son grand amour, sur tout simplement les traces de sa vie. C'est très beau, ça a un côté magique et en même temps moi je l'ai trouvé bouleversant avec mes yeux d'adulte, mais c'est un texte que vraiment je recommande très chaudement à beaucoup de monde et d'ailleurs il a eu beaucoup de succès et c'est tout à fait compréhensible. Un livre plutôt court pour se lancer dans la littérature russe. J'ai beaucoup réfléchi parce que niveau littérature russe j'ai tendance à lire quand même des pavés et qu'il y en a encore plein que je n'ai pas lus. Naturellement, mais j'en ai mis 2 que j'ai lus et 2 que je n'ai pas lus. Moi je te conseille très chaudement Nouvelles de Pétersbourg de Gogol, à peu près toutes les nouvelles de Gogol. Moi ça a été une rencontre incroyable. C'est donc un recueil de nouvelles, comme son titre l'indique, qui se passe à Pétersbourg. Oh my god, on ne s'y attendait pas. Que j'ai absolument adoré. La plume de Gogol, elle est géniale, vraiment. C'est absurde, c'est loufoque, c'est absolument délicieux.
Moi, j'ai retrouvé dans cette plume, je te l'avais dit, tout ce que j'aime. C'est tout bonnement excellent et pour moi, c'est à lire. Sinon, j'ai lu l'an dernier Premier amour de Tourguenieff que j'ai beaucoup apprécié parce que je trouve que c'est une excellente vitrine sur ce qu'est la littérature russe. On est au début de l'été 1833 et on fait la rencontre de Vladimir, un jeune de 16 ans, qui part passer une partie des vacances dans la maison familiale à la campagne avec ses parents. Et c'est alors qu'il va tomber fou amoureux de sa voisine, qui est un petit peu plus âgée que lui, et qu'il va petit à petit s'enfoncer dans les méandres des premiers émois, de la première passion, des premiers sentiments et de leur intensité. Je te dis, pour moi, c'est vraiment une excellente entrée en matière parce qu'on voit vraiment ce qui caractérise pour moi la littérature russe avec cette analyse des tréfonds de l'âme, les rapports humains, cette étude des sentiments et des ressentiments avec un style léché. C'est vraiment, pour moi, ce texte, il est excellent pour rencontrer la littérature russe. Il y a une intrigue en plus qui est vraiment bien construite, la fin est géniale, vraiment moi je te le conseille très très chaudement. Et il y a 2 titres que j'ai dans ma bibliothèque et que je compte bien lire cette année. Il y a L'accompagnatrice de Nina Berberova, j'ai très envie de lire des autrices russes. Nina Berberova est une référence. C'est un tout petit texte qui raconte la relation entre une soprano de la haute société et justement son accompagnatrice qui vient d'un milieu bien plus modeste. Et j'ai également L'éternel mari de Dostoïevski. J'ai vraiment envie d'approfondir ma rencontre avec Dostoïevski. Ce texte, je crois qu'il fait 250 pages, un truc comme ça. Voilà, énorme classique là aussi, donc je les mets là. Une lecture qui convient à cette saison entre deux, ni trop sombre ni lumineuse. J'ai mis 2 titres, un que j'ai lu, un que je n'ai pas encore lu. On va rester en Russie, puisque j'ai mis Anna Karénine de Tolstoï. Ça fait un moment que j'ai pas parlé d'Anna Karénine, donc je me suis dit que c'était l'occasion de le replacer, et parce que c'est pour moi l'équilibre parfait qui correspond à ton envie. Anna Karénine, c'est connu comme étant une histoire d'infidélité, mais pour moi c'est tellement plus que ça. Déjà, contrairement au titre, Anna Karénine n'est pas le personnage principal, il y a plusieurs personnages qui sont vraiment mis en avant, la palette de personnages est extraordinaire. Tout ce que ça dit, là encore une fois, des rapports humains, des relations, de l'amour tout simplement, il y a des histoires d'amour qui sont sublimes dans Anna Karénine. Ces destins entremêlés, ce questionnement autour du choix et des conséquences des choix, c'est beau, c'est à la fois triste sans être pour moi tragique et sans être complètement lumineux. C'est un entre-deux que je trouve parfait. Anna Karénine vraiment, mais quelle... voilà, moi tu sais combien j'aime Anna Karénine. Et j'ai mis un titre que je n'ai pas lu mais qui est dans ma bibliothèque et qui me fait très envie. C'est L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Si j'ai bien compris, on est à la fin des années 50 dans les quartiers pauvres de Naples et on va suivre 2 enfants, 2 gamines, 2 amis dans ce qu'est leur vie tout simplement. J'ai l'impression de ce que j'en sais et de ce que j'en ai entendu que c'est un très beau livre sur l'amitié, qui est en même temps triste, de par la réalité qu'il met en lumière, mais j'ai l'impression que ce livre peut vraiment correspondre. Après, comme je t'ai dit, je ne l'ai pas lu, n'hésite pas à me dire s'il convient ou si je suis complètement à côté de la plaque, ce qui est peut-être possible. Ensuite, on m'a demandé, attention, c'est très précis, une histoire sur plusieurs générations avec fond historique politique sur un pays en particulier. Et alors, j'ai ce qu'il te faut. Alors attention, ici on est sur du réalisme magique dans un pays qui n'est jamais nommé mais qui ressemble à s'y méprendre au Chili. Ce livre, c'est La maison aux esprits d'Isabelle Allende, un des livres que j'aime le plus au monde. C'est une fresque familiale où on va suivre plusieurs membres de cette famille, justement sur plusieurs générations, dans un pays secoué par les tentatives de révolte populaire et les coups d'État. Comme je t'ai dit, c'est un texte vraiment de réalisme magique, mais on sait qu'Isabelle Allende écrit en connaissance de cause et que ce qu'elle met en avant quand elle parle de tout l'aspect politique qui est hyper prononcé dans ce texte, eh bien c'est pas si éloigné de la réalité. Ce livre, il est juste extraordinaire, vraiment. Les personnages, le contexte sociopolitique, il est à des moments complètement perché. En même temps, comme je t'ai dit, il soulève des questions qui sont hyper profondes, hyper importantes et juste c'est un roman absolument extraordinaire que je te recommande très chaudement. J'ai également mis une saga en 4 tomes que je n'ai pas encore lu mais que je compte bien entamer cette année, qui s'appelle Les Reines oubliées. Le premier tome s'appelle Les enfants d'Alexandrie et c'est écrit par nul autre que Françoise Chandernagor. C'est une saga qui va retracer l'histoire, si j'ai bien compris, de Cléopâtre et surtout de ses descendants, d'une de ses filles en particulier. C'est l'aînée, de son héritage et de la suite de cette histoire. Bon, il y a quelqu'un qui fait de la musique, super. Je disais, ça a l'air absolument passionnant, ça répond, je pense, à toutes les questions, l'histoire sur plusieurs générations, avec fond historique politique sur un pays en particulier. On est en Égypte et on suit la descendance de Cléopâtre, je pense que ça rentre totalement dedans.
Ensuite, on m'a demandé une biographie inspirante. Alors, je ne lis pas énormément de biographies, mais évidemment, je vais te caler une de mes reines absolues, n'est-ce pas, Benoît de Groult, avec son autobiographie qui s'appelle Mon évasion, qui est son histoire à elle, femme née dans les années 20, de son rapport au monde, aux hommes, à l'écriture, de la manière dont elle décide de s'émanciper. Passionnante, et ensuite j'ai lié ça, on m'a demandé des livres sur la créativité, et alors il y a 2 biographies que j'ai lues où cette idée de créativité est vraiment mise en avant. Il y a évidemment Just Kids de Patti Smith. Alors ça ne m'inspire pas sur tous les points, hein, mais sur ce rapport à la création qui est viscéral, c'est vraiment absolument passionnant. Et j'ai mis également Rien n'est noir de Claire Berest, où elle nous raconte à travers toute une palette de couleurs la vie de Frida Kahlo. Alors elle parle beaucoup dans ce texte de son histoire d'amour, mais il y a énormément de passages justement sur la création, le rapport à son corps dans son art, et au retour très primitif de l'art qui n'existe presque que pour exister, qui n'a pas besoin de forcément raconter, dire, etc., mais qui est l'expression première de la vie. Et ça, j'avais trouvé ça vraiment bluffant et très inspirant. Donc voilà. J'ai ensuite regroupé 4 envies, mais j'ai, je pense, le livre qui correspond à chacune d'elles. En ce moment, c'est le mood fantastique, SF imaginaire, univers un peu dark, de la Dark Academia, une lecture immersive qui nous habite longtemps. Un roman qu'on ne peut lâcher, du page turner. J'ai instantanément pensé à un roman que je sais beaucoup ont lu, mais qui, pour moi, mérite beaucoup plus de visibilité parce qu'il est absolument génial et qu'il coche toutes ces cases. Ce roman, c'est Vita Nostra, le premier tome des Métamorphoses de Marina et Sergei Diatchenko. Ici, on va rencontrer la jeune Sacha qui, en plein milieu de ses vacances, se voit proposer, c'est un grand mot, à qui on impose un petit peu, et ce de façon étrange, de rejoindre une école. Celle-ci, c'est l'Institut des technologies spéciales. Et tu te doutes, à la suite d'un long processus de recrutement vraiment très bizarre, Sacha va intégrer cette école. Cette école, elle va vite lui sembler quand même très bizarre. Les matières qu'on lui enseigne ne sont pas les mêmes que dans une école classique. Les étudiants, eux aussi, sont étranges. Et je ne veux pas t'en dire plus. L'ambiance est folle, si tu veux, de la Dark Academia. On est complètement dedans. Le système de magie est passionnant. C'est une lecture juste incroyable à laquelle je pense encore souvent et qui mérite d'être lue et relue. Bon, comme d'habitude, je suis en train de galérer avec la lumière. Hein, entre ça et la musique, je vais péter un câble. On m'a ensuite demandé une lecture touchante. Je vais pleurer avec. Alors ça, j'ai eu beaucoup de mal parce que moi, j'ai la chouinerie assez facile. Ici, on est, un petit peu extrêmement sensible. Et que moi, des lectures touchantes, j'en lis quand même pas mal, mais je sais pas qu'est-ce qui, toi, te touche. Enfin, j'estime que c'est quand même très large, on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses. Moi, je sais que par exemple, une femme de Annie Ernaux m'a ravagée parce que ça fait écho à des choses qui sont très personnelles. Tu vois ce que je veux dire? Je pense évidemment à L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel, que j'ai trouvé vraiment bouleversante. La saga Magic Charlie, dont je t'ai tellement parlé, que j'ai trouvé très touchante. Enfin voilà, je te dis, ça c'est le genre de choses où je sais pas trop quoi dire. Bon, envie suivante. Envie de voyager, soit en mer, soit en montagne, mais de l'historique, j'ai, pareil, ce qu'il te faut. Tout d'abord, j'ai pensé au Loup mongol de Homeric, qui retrace l'histoire de Gengis Khan, qui est incroyable, alors qui est dur à des moments, hein, mais c'est des époques où on n'est pas tendre. Et alors, la description des paysages est juste incroyable, mais j'ai un autre titre qui m'est tout de suite venu en tête, qui est Léon l'Africain d'Amin Mahalouf, qui là aussi est un des livres que j'aime le plus au monde. C'est une autobiographie imaginaire, enfin c'est écrit comme une autobiographie, mais ce n'est pas une autobiographie, mais c'est pourtant quelqu'un qui a bien existé. Je sais pas si c'est clair. On est ici dans les années 1500 et on va découvrir l'histoire de Hassan al-Wazan. Un homme au destin absolument extraordinaire qui deviendra géographe, qui sera un moment fait prisonnier, qu'on appellera Jean-Léon de Médicis et qui deviendra Léon l'Africain. C'est l'histoire de ce destin absolument fou de cet homme qui voyagera et qui se verra balader de Grenade en passant par l'Égypte, dans une partie de l'Afrique subsaharienne pour remonter jusqu'à Rome. C'est fascinant, c'est passionnant. C'est l'histoire de cet homme universel, la manière dont il s'adapte, la manière dont il accepte, dont il arrive à faire des choses. C'est un roman profondément humaniste, humain. Et alors si tu veux voyager, là tu vas être servi. Les descriptions sont d'une telle sensorialité. On sent les odeurs, on voit les couleurs qu'il nous décrit. C'est sublime, sublime, sublime. Et l'introduction de ce texte est l'une des plus belles que j'ai lues de ma vie. Voilà.
Une lecture sur des sorcières au temps des procès, mais pas un roman historique. Il y en a un qui m'est venu en tête tout de suite, et je sais qu'à un moment il avait pas mal tourné, mais je me suis dit qu'il rentrait parfaitement. C'est Les sorcières de Pendle de Stacey Halls. On est en 1612 et on rencontre la jeune Fleetwood qui a 16 ans et qui est enceinte pour la 4e fois après 3 fausses couches. Elle, qui veut absolument donner un enfant à son mari, se voit conseiller les services d'une jeune femme qui s'appelle Alice Gray. Et celle-ci va alors l'aider de par ses nombreuses connaissances en plantes, etc. Blablabla. Bref, tu te doutes, elle va se retrouver accusée de sorcellerie. C'était franchement une histoire très agréable à lire, que j'avais trouvée bien faite, bien construite, très efficace. Son titre original est The Familiar, il me semble, et je trouve qu'il était beaucoup plus juste de le traduire par Le Familier plutôt que Les sorcières de Pendle, parce que ça a une grosse place dans le roman. Voilà, moi je l'avais trouvé vraiment, vraiment très chouette, et si tu ne l'as pas lu, je te le conseille. Des livres historiques romancés comme L'Allée du Roi et Donne-nous tes recos historiques. Alors, on pourrait faire une vidéo entière, hein, mais on va essayer de faire simple. Pour ce qui est des livres romancés, vraiment à la manière de L'Allée du Roi, moi je te conseille très très chaudement Un amour fou de Catherine Armand-Rivière, qui raconte l'histoire de Jeanne de Castille, qui est la fille d'Isabelle la catholique et de Ferdinand d'Aragon, qui va se retrouver mariée à Philippe le souverain de Flandre, et c'est l'histoire de cette descente aux enfers, de cet amour complètement fou, complètement dévorant qu'on va utiliser contre elle, et surtout qu'on va utiliser à des fins bien plus grandes, hein, tu te doutes. C'est tellement bien écrit et en même temps c'est vraiment fluide, c'est le genre de texte que moi personnellement je n'ai pas pu lâcher à partir du moment où je l'ai commencé. C'est pas un très long roman, il se lit très très bien et il est juste incroyable, même s'il est très énervant, mais je te le recommande là aussi, tu te doutes, très chaudement. J'ai dans ma palle Aquitania de Eva Garcia Sáenz, où on est au lendemain de la mort du duc d'Aquitaine et on va donc suivre la vie d'Aliénor d'Aquitaine, tout simplement. Là aussi ça m'a l'air d'être un texte très abordable, très fluide, qui moi me donne plutôt envie. Je te dis, il est dans ma palle, j'attends juste le bon moment pour le sortir, mais donc je te le propose. Il y a aussi un texte qui, je pense, rentre parfaitement là-dedans, c'est Les Demoiselles de Provence de Patrick de Carolis. On est ici au XIIIe siècle avec le comte de Provence, Raymond Béranger V, qui malheureusement n'a pas de fils mais a 4 filles. Et ça va donc être le destin de ces 4 filles qui finiront chacune à un moment reine, plus ou moins longtemps. Mais je pense que ça peut vraiment correspondre. Ça a l'air là aussi d'être une écriture très abordable, très fluide. Et moi en tout cas ça me donne hyper envie, sinon vraiment Françoise Chandernagor. Là je viens de lire La Chambre qui est une énorme claque. Et je t'ai dit, je compte bien commencer cette année Les Reines oubliées, donc sur la descendance de Cléopâtre. Voilà, oui, Chandernagor quoi, évidemment. Un livre addictif mais bien écrit. Pour moi, Michael McDowell, c'est tellement bien écrit, tellement visuel, tellement sensoriel. Je t'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises ici, mais pour moi, c'est en tout cas sur moi le page-turner ultime. J'ai Lune froide sur Babylone que j'ai trop hâte de lire cette année, j'attends juste le bon moment. Mais que ce soit Les Aiguilles d'Or avec ses conflits sociaux, ce côté décalé, dérangeant qu'il maîtrise tellement bien, ces atmosphères qu'il dépeint à la perfection, ou Cathy, cette histoire sanglante mais tellement addictive, Michael McDowell fois 1000. Pour finir, on m'a demandé une fantasy pas assez connue avec héroïne lesbienne, world building de dingue et créatures, c'est quand même extrêmement précis. Ou encore une fantasy adulte féministe où l'on peut entrer facilement dans l'univers, s'il te plaît. Ça va être compliqué de tout réunir, hein, mais j'ai un truc, je pense. J'ai mis N.K. Jemisin. Que ce soit les livres de la Terre fracturée, qui est une trilogie qui, moi, reste dans mes sagas préférées de tous les temps. Où on est dans un univers, j'allais dire post-apocalyptique, mais apocalyptique tout court, où la Terre tremble. Il y a donc ce qu'on appelle des saisons où les gens tentent de survivre aux conditions climatiques et aux catastrophes naturelles qui se réveillent de toutes parts. Et là-dedans, on va suivre 3 femmes qui tentent de survivre dans ce monde. C'est extraordinaire. Vraiment, la trilogie de la Terre fracturée, c'est juste extraordinaire. Pareil, je te parle de Jeunesse de la Cité, pareil, de N.K. Jemisin, où on va suivre un jeune homme qui descend du train à Manhattan et qui ne se souvient de rien. Il ne sait plus son nom, il ne sait plus ce qu'il fait là. Il a oublié jusqu'au trait de son visage. Pourtant, il se sent chez lui, il se sent habité d'une mission. Il sait qu'il est là où il doit être. C'est alors sur la route qu'il se rend compte que la ville est attaquée par quelque chose que lui seul semble voir et qu'il doit agir et qu'il ne va pas agir seul parce que ils vont être 5 à tenter de sauver la ville. 5 personnes habitées par les 5 arrondissements de New York. C'est de l'urban fantasy génialissime. Alors pour le coup c'est un petit peu complexe, hein. On rentre pas dedans hyper aisément, je trouve. N.K. Jemisin, c'est vraiment le genre d'écrivaine qui ne
te prend pas par la main, mais c'est hyper original, c'est très engagée. Elle soulève toujours énormément de problématiques sociales, elle parle de racisme, d'homophobie, de misogynie, voilà, elle parle d'énormément de choses et je rebondis parce qu'on m'a demandé aussi des livres engagés politiquement. N.K. Jemisin est quelqu'un de très engagé. Maintenant, je n'ai pas répondu pile à des livres engagés politiquement parce que je trouve ça extrêmement vague. Je suis de celles et ceux qui pensent que l'art est politique, que l'écriture est politique, que les choix qu'on fait quand on écrit le sont. Je pense en plus de ça que parfois le simple fait d'écrire est un acte politique. Je pense à certaines femmes, à des endroits dans le monde. C'est pour ça que je te dis que j'ai un peu du mal à répondre à cette question parce que je trouve que beaucoup de textes sont politiques même sans avoir vocation à être ouvertement politiques. Donc je sais pas trop quoi te dire, mais pour continuer du moins dans ces fantaisies qui dénoncent, je pense à River Solomon. Alors moi j'ai lu Sorroland, que j'ai pas franchement apprécié, même si pour le coup c'est engagé, mais pour moi ça part un peu trop dans tous les sens. Par contre, il y a un autre de ces textes qui s'appelle Les Abysses et qu'il me donne énormément envie. J'ai très envie de retenter l'expérience de toute façon avec River Solomon, qui part de la trêve des esclaves et des femmes qui tombaient enceintes ou qui étaient enceintes sur ces bateaux et qu'on jetait à la mer. Si j'ai bien compris, c'est l'histoire de certaines de ces femmes qui ont survécu et qui sont devenues des espèces de sirènes. Bref, ça a l'air très intéressant et pour le coup là aussi très engagé. Sinon j'ai vraiment envie, je te l'ai dit plusieurs fois déjà, de découvrir le travail d'Octavia E. Butler, que ce soit dans la parabole du Summer, même si je crois que pour le coup là c'est beaucoup plus de la SF que de la fantasy, ou encore sa saga Xenogenesis, je crois que c'est, qui me donne très envie et qui je pense sont des lectures pour le coup très engagées. On a fait le tour des recommandations que j'avais envie de te proposer aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu, que tu as trouvé ton compte dans certaines de ces recommandations, que tu as aimé l'idée. N'hésite pas à me dire si ça vaut le coup que je fasse ou non une partie 2. Et dans ce cas, je ferai aussi un post sur YouTube pour celles et ceux qui ne sont pas sur Instagram. Enfin voilà, encore une fois, j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Merci à toutes celles et ceux qui commentent, qui prennent le temps d'échanger avec moi. Ça me fait énormément plaisir, plus que tu ne le penses, je pense. Et d'ici la prochaine fois, tu le sais comme d'habitude, mais c'est très important, prends bien soin de toi.